Beaucoup d'entre nous pensent que la productivité est une question de discipline, de détermination, d'effort et de sacrifice dans de nombreux domaines de notre vie. Nous restons debout toute la nuit pour travailler. Nous passons moins de temps avec notre famille et nos amis. Nous sommes toujours stressés et nous nous sentons épuisés. Mais ce n'est pas durable, ce n'est pas satisfaisant et ce n'est pas ce à quoi ressemble vraiment la productivité. Aujourd'hui, je vais donc résumer un livre intitulé Feel Good Productivity, écrit par Ali Abdaal, qui a voulu savoir à quoi ressemblerait le monde si tout le travail que nous faisons nous procurait un sentiment de bien-être. Le livre regorge de conseils pratiques, dont l'un des plus simples consiste à se demander à quoi cela ressemblerait-il si c'était amusant. Je me suis donc demandé comment faire pour que la création de cette vidéo soit amusante. La première chose qui m'est venue à l'esprit a été « Ne serait-ce pas génial si je pouvais résumer ce livre avec Ali lui-même ?» J'ai donc pris contact avec lui et il a dit oui. Dans cette vidéo, nous résumons Feel Good Productivity avec l'auteur. Que le plaisir commence avec Ali lui-même. Hello, how's it going? My name is Ali. I'm a doctor turned YouTuber, entrepreneur, and author, hence this video. Now, back in the day, the only productivity system I knew was discipline. It was all about working hard. It was all about being more efficient. And in fairness, that system did get me through med school, and it also helped me build a six-figure business while I was studying. But then after graduation, when I started working full-time as a junior doctor, everything started to sort of fall apart because there was a lot of work. I was exhausted all the time. The job started to feel kind of depressing. And the more I told myself that I just need to be more disciplined, I just need to work harder, I just need to be more efficient, the more drained and exhausted I was feeling. And so I started to question this narrative that I'd heard a lot, which is that you just got to grind it out and you got to use discipline, you got to get through. And through the research that I did, I stumbled upon the philosophy that I came to call feel good productivity. Basically, the core idea is that there is a lot of research that shows that if you can find a way to make your work more enjoyable, i.e. to generate more positive emotions, to feel more good, you end up more productive, more creative, less stressed, and you also have more energy to give to the other important areas of your life. And so this book, which is my first book that took me 3.5 years to research and write and came out last year, this book is basically how to do that. How do you actually find enjoyment and joy and energy in your work? And really, how can you do more of the things that really matter to you, but without burning out and in a way that's actually enjoyable and meaningful and sustainable? I hope you enjoy this book summary of Feel Good Productivity. Il s'avère que se sentir bien ne se limite pas à se sentir bien. Il modifie en fait notre façon de penser et de nous comporter. Selon la recherche, lorsque nous nous sentons bien, 3 choses se produisent. Tout d'abord, le fait de se sentir bien stimule notre énergie mentale. En conséquence, nous devenons plus productifs, c'est-à-dire que nous accomplissons davantage de choses, ce qui nous permet de nous sentir à nouveau bien. Le fait de se sentir bien crée donc un cycle positif ascendant sans fin. Deuxièmement, le fait de se sentir bien nous permet d'être moins stressés. Et troisièmement, nous enrichissons notre vie. Nous pensons toujours que lorsque nous réussirons, nous nous sentirons bien. Mais en réalité, c'est l'inverse. Sentez-vous bien d'abord et le succès suivra. La question que vous vous posez certainement est la suivante. Comment puis-je devenir plus productif tout en me sentant bien? Vous devez comprendre ces 3 points essentiels. Premièrement, vous devez vous énergiser. En d'autres termes, vous devez savoir comment générer des émotions positives. Il y a 3 moyens d'y parvenir. Le jeu, le pouvoir et les gens. Deuxièmement, vous devez vous débloquer des blocages émotionnels qui conduisent à la procrastination. Et troisièmement, il faut maintenir une productivité agréable pour ne pas s'épuiser. Donc, 3 clés. Dynamiser, débloquer, maintenir. Examinons chacune d'entre elles en détail. Partie 1. Énergiser. 1. Jouer. Comment pouvons-nous aborder notre travail et notre vie avec un sens du jeu? Enfant, c'était facile. Pourtant, à l'âge adulte, le jeu n'est plus qu'un lointain souvenir. Et si je vous disais qu'un homme travaillant au drive-in d'un McDonald's a trouvé le moyen de rendre son travail banal plus amusant? À la surprise générale, préparer le même hamburger et les mêmes frites jour après jour était plutôt ennuyeux pour Matthew Dix. En fait, Matthew détestait ce travail. Il a donc décidé de voir s'il pouvait trouver de la joie, non seulement dans le résultat de son travail, comme le fait d'être payé, mais aussi dans le processus qui consiste à prendre les commandes, à retourner les hamburgers et donner des frites aux gens à la place. Il a commencé à vendre des sauces à des jours différents de la semaine. Le lundi était le jour de la sauce barbecue. Le mardi, c'était le jour de la sauce aigre douce. Le mercredi, c'était le jour de la mayonnaise, et ainsi de suite. C'est pourquoi le lundi, il faisait un petit discours commercial sur la sauce barbecue à chaque commande.
Il essayait de convaincre les clients qu'elle était super savoureuse et qu'elle se mariait parfaitement avec un Big Mac. Ou bien il leur disait qu'il manquait vraiment quelque chose s'ils ne l'achetaient pas. Cela a fait une énorme différence dans le travail de Matthew. Il avait trouvé le moyen de transformer quelque chose d'incroyablement fastidieux en un défi amusant, simplement en se concentrant sur le processus plutôt que sur le résultat. Et s'il peut le faire, alors il est possible pour chacun d'entre nous de rendre notre travail 10% plus agréable. Il suffit de se poser une question clé. À quoi cela ressemblerait si c'était amusant? Ali appelle cela l'expérience du post-it magique parce qu'il a écrit cette question sur un post-it et l'a collé sur son écran d'ordinateur. Il suffit de l'écrire quelque part pour s'en souvenir chaque jour. Ces 9 mots sont incroyablement puissants et il y a toujours un moyen de les appliquer. Si vous étudiez, pourriez-vous mettre une musique de fond? Si vous avez beaucoup de courriels et de travail administratif à traiter, pourriez-vous aller le faire dans un café local? Pourriez-vous travailler avec des amis? Suivre vos progrès en cochant les tâches sur une liste de choses à faire ou régler un minuteur et essayer de battre l'horloge? Il existe de nombreuses façons de rendre les choses plus amusantes. Vous trouverez toujours de bonnes réponses à cette question et surtout, lorsque nous nous amusons et que nous nous sentons bien, nous savons que la productivité prend soin d'elle-même. Numéro 2, pouvoir. C'est le deuxième facteur de productivité et de bien-être. Le pouvoir est synonyme d'autonomie personnelle. C'est quelque chose que nous ressentons, l'énergie qui nous fait crier sur les toits « Je peux le faire !» À l'époque où Ali était étudiant à l'université, il travaillait comme magicien ambulant lors de bals et de fêtes, vêtu d'un smoking élégant et arborant un grand sourire, même si, au fond de lui, il était terrifié. Mais il avait activé le commutateur de confiance. Et il s'avère que c'est un moyen incroyablement efficace de se sentir plus fort. Voyons donc comment cela fonctionne. Une étude réalisée à l'Université de l'Illinois, Urbana-Champaign, a recruté 28 étudiantes qui ne faisaient pas souvent d'exercice. Elles ont toutes dû pédaler sur un vélo d'appartement pendant que leur fréquence cardiaque et leur VO2 max étaient mesurées. La VO2 max est une mesure de la quantité d'oxygène que le corps peut absorber et utiliser pendant l'exercice. Une fois l'exercice terminé, les chercheurs ont divisé les étudiants en 2 groupes. Le groupe A était le groupe haute confiance, et on leur a dit qu'elles étaient beaucoup plus en forme que d'autres femmes du même âge et du même groupe. Le groupe B était le groupe peu confiant, et on lui a dit le contraire, qu'il n'était pas très en forme par rapport aux autres femmes du même âge et de la même condition physique. Ce qui est très délicat dans cette expérience, c'est que ces groupes ne signifient en fait rien du tout. En fait, les étudiantes ont été réparties dans ces 2 groupes de manière totalement aléatoire. Ainsi, le groupe haute confiance n'était pas réellement le plus en forme, il a juste été piégé pour qu'il le croie. Quant au groupe faible confiance, il n'était pas plus mauvais en matière d'exercice physique. Là encore, ils ont simplement reçu de fausses informations. 3 jours plus tard, les étudiants sont revenus pour une nouvelle séance d'exercice. Les résultats se sont révélés très intéressants. Les membres du groupe ayant une grande confiance en eux ont beaucoup plus apprécié l'exercice que ceux du groupe ayant une faible confiance en eux, et cela était d'autant plus vrai que l'exercice était difficile. Leurs conditions physiques réelles n'avaient pas d'importance, ce qui comptait c'était le sentiment qu'ils avaient de leur capacité. C'est ce que nous appelons l'auto-efficacité, que l'on peut considérer comme la confiance en soi. Cette étude, ainsi que d'autres, nous apprend que le fait de se sentir bien dans notre capacité à accomplir une tâche nous permet de nous sentir bien lorsque nous l'accomplissons et nous aide à mieux l'accomplir. L'efficacité personnelle n'est pas figée. C'est quelque chose que vous pouvez apprendre et développer au fil du temps, et vous pouvez même être votre propre meneur de jeu. Lorsque vous vous dites des choses motivantes comme « Tu vas y arriver »,« Tu te débrouilles bien »,« Tu peux surmonter cette épreuve », ces mots sont incroyablement puissants, et c'est ce qu'Ali veut dire en parlant d'appuyer sur l'interrupteur de la confiance. Vous devez vous mettre au défi d'agir comme si vous aviez confiance en vous, même si c'est loin d'être le cas. Ainsi, lorsque vous ne vous sentez pas à la hauteur ou que quelque chose vous semble vraiment difficile, posez-vous ces 2 questions. À quoi cela ressemblerait-il si j'avais vraiment confiance en moi? Et que se passerait-il si j'abordais cette tâche en étant sûr de pouvoir la réaliser? Ces questions vous aident à vous visualiser comme quelqu'un de confiant. Elles vous aident à surmonter le doute. Et c'est exactement comme cela qu'Ali est passé du statut de magicien amateur à celui de professionnel en une seule nuit à l'université. Au lieu d'avoir peur d'interrompre une conversation, il s'imaginait se présenter facilement. Au lieu de s'inquiéter de trébucher sur ses mots, il se remémorait toutes les fois où il avait répété sa performance. Et au lieu de trop penser à son tour de magie, il prenait une profonde inspiration et se rappelait qu'il était un magicien confiant et compétent. Vous serez incroyablement surpris de voir à quel point ce changement peut faire la différence.
croit? Les personnes. Le troisième élément dynamisant est donc les personnes. En tant qu'êtres humains, nous sommes tous des créatures sociales, même les plus introvertis d'entre nous. Nos interactions sociales ont un effet considérable sur la façon dont nous nous sentons. Certaines personnes avec lesquelles vous interagissez vous laissent un sentiment d'énergie, d'optimisme et de volonté d'affronter le monde. D'autres, en revanche, vous drainent et vous laissent complètement épuisés. Ce sont les vampires d'énergie. L'important est donc de trouver d'autres moyens de travailler avec des personnes énergisantes autour de vous. Lorsqu'Ali écrivait ce livre, il participait souvent à ce que l'on appelle les séances Writers' Hour, heure des écrivains. Il s'agit d'appels gratuits en ligne organisés par le London Writers' Salon tous les jours de la semaine, au cours desquels les participants passent 50 minutes à écrire les uns avec les autres. Ali les a trouvés incroyablement utiles. En fait, il y a de nombreuses raisons pour lesquelles il est bénéfique de travailler avec des personnes pleines d'énergie. Premièrement, lorsque vous travaillez en synchronique avec d'autres personnes, votre productivité, votre concentration et votre énergie s'en trouvent considérablement accrues. Et il n'est même pas nécessaire de travailler sur la même chose. Deuxièmement, cela rend la tâche plus amusante, ce qui ajoute l'élément de jeu dont nous avons parlé précédemment. Troisièmement, le fait de considérer les personnes avec lesquelles vous travaillez comme votre équipe vous aide à adopter un état d'esprit de camarade plutôt qu'un état d'esprit de compétiteur, de sorte que vous travaillez ensemble plutôt que l'un contre l'autre. Et quatrièmement, cela vous donne envie de vous aider et d'aider les autres. Ainsi, au fur et à mesure qu'Ali participait à ces séances de l'heure des écrivains, il a commencé à faire plus ample connaissance avec d'autres personnes et ils ont commencé à s'appuyer les uns sur les autres pour se soutenir. Lorsque vous aidez d'autres personnes, votre cerveau libère une grande vague d'une substance chimique appelée ocytocine, qui vous fait vous sentir vraiment bien, parfois pendant plusieurs jours. Ce high de l'aidant fonctionne également dans le sens inverse. Ali explique que demander de l'aide, lorsque c'est bien fait, permet à la personne qui vous aide de se sentir bien, elle aussi. C'est ce qu'on appelle l'effet Ben Franklin. Pourquoi ? Parce que Benjamin Franklin, l'un des pères fondateurs des États-Unis, a eu un jour un rival. Et ce rival n'aimait vraiment pas Benjamin. Il disait beaucoup de mal de Benjamin pour l'empêcher de se faire réélire en Pennsylvanie en 1737. Malgré cela, Benjamin a fait quelque chose de très surprenant. Il a écrit une lettre à son rival pour lui demander d'emprunter un livre rare dans sa bibliothèque. À sa grande surprise, le livre lui est accordé. Il lui rendit ensuite le livre avec une note de remerciement et à partir de ce moment-là, leurs relations commencèrent à s'améliorer. En fait, ils sont devenus de grands amis. Le fait de demander l'aide de quelqu'un lui donne une meilleure opinion de nous, car nos sentiments changent pour correspondre à l'action que nous avons entreprise. Il faut donc retenir que demander de l'aide à quelqu'un est un don pour lui et non une charge, comme nous le pensons si souvent. Voici un processus en 3 étapes pour mettre cela en pratique. Premièrement, rappelez-vous toujours que les gens sont plus disposés à vous aider que vous ne le pensez. Deuxièmement, essayez de demander de l'aide en personne plutôt que virtuellement si vous le pouvez. Troisièmement, demandez de l'aide en utilisant le bon langage. N'utilisez pas de phrases négatives telles que « je me sens mal de vous demander cela ». Essayez de ne pas rendre votre demande transactionnelle en disant « si vous m'aidez, je ferai ceci pour vous ». Au contraire, mettez l'accent sur les raisons positives pour lesquelles vous admirez cette personne et son aide. Vous pourriez dire quelque chose comme « j'ai vu votre travail sur X, Y, Z et il a vraiment eu un impact pour moi. J'aimerais beaucoup savoir comment vous avez fait A, B et C ». Essayez donc la prochaine fois et voyez l'effet que cela aura sur vous et sur les personnes qui vous entourent. Maintenant que nous avons exploré les 3 moteurs de la productivité, le jeu, le pouvoir et les gens, il est important de comprendre comment nous pouvons nous débloquer de la procrastination. Car peu importe la quantité de jeux, de pouvoir et de personnes que nous accueillons dans notre vie, il arrive que ces forces ne suffisent pas. Partie 2. Débloquer. Je suis sûre que beaucoup d'entre nous luttent contre la procrastination, au moins de temps en temps. Nous remettons les choses à plus tard, encore et nous pensons que la solution réside dans la motivation ou la discipline. Mais ce n'est pas vrai. Le professeur de psychologie Joseph Ferrari déclare « Dire au procrastinateur chronique de s'y mettre reviendrait à dire à une personne cliniquement déprimée « Courage !» La solution à la procrastination est la méthode de déblocage. Il s'agit de prendre le problème à bras-le-corps au lieu de le recouvrir d'un pansement en faisant appel à la motivation et la discipline. Il faut d'abord comprendre pourquoi on se sent mal à l'idée de faire quelque chose. Ces blocages émotionnels se présentent sous 3 formes, l'incertitude, la peur et l'inertie. Voici comment vous pouvez identifier et surmonter chacun de ces blocages. Le premier bloqueur est l'incertitude.
L'incertitude survient lorsque vous ne savez pas ce qu'il faut faire ou comment aborder une tâche. Cette confusion peut conduire à la procrastination car le cerveau résiste aux tâches qui semblent vagues ou peu claires. Voici quelques conseils pratiques. 1. Recherchez la clarté. Commencez par vous demander « Que dois-je faire exactement ?» Décomposez vos objectifs en étapes claires et réalisables. Par exemple, au lieu de dire « Je veux créer une entreprise », vous pourriez dire « Je dois faire des recherches sur 3 concurrents cette semaine ». 2. Utilisez les intentions de mise en œuvre. Il s'agit d'une formule simple. Si, situation, alors, action. Par exemple, s'il est 9h du matin, je commencerai à écrire pendant 30 minutes. Cette formule élimine la fatigue liée à la prise de décision et crée une boucle d'habitude. Parlons maintenant du deuxième obstacle, la peur. La peur nous empêche souvent d'agir parce que nous craignons l'échec, le jugement ou même le succès. Pour aller de l'avant, il est essentiel de connaître et d'affronter ces peurs. Voici quelques conseils pratiques. 1. La règle des 10-10-10. Lorsque la peur obscurcit votre jugement, posez-vous la question suivante. Quel sera l'effet de cette décision sur moi dans 10 minutes, 10 mois et 10 ans? Par exemple, si vous avez peur de publier une vidéo sur YouTube, réfléchissez. Dans 10 minutes, je me sentirai nerveux. Dans 10 mois, je pourrai gagner des abonnés. Dans 10 ans, ma chaîne YouTube pourrait être le fondement de mon entreprise. 2. Identifiez vos émotions. Au lieu d'ignorer vos peurs, identifiez-les. Par exemple, dites-vous « J'ai peur d'être critiqué pour mon travail ». Le simple fait de nommer votre peur réduit son pouvoir. En effet, vous ne vous concentrez plus sur l'émotion, mais sur l'action que vous pouvez entreprendre. 3. Adoptez l'effet Batman. Cette technique consiste à imaginer ce que votre modèle ou super-héros, comme Batman, ferait dans votre situation. Par exemple, demandez-vous « Que ferait une personne confiante comme Oprah ou Elon Musk si elle était confrontée à ce défi ?» Ce changement d'état d'esprit peut vous aider à agir avec plus de courage et de confiance. Enfin, le troisième bloqueur, l'inertie. Ce blocage est le plus courant. Il nous ramène à la première loi du mouvement de Newton, publiée pour la première fois en 1887. Cette loi stipule que tout objet au repos reste au repos, tandis qu'un objet en mouvement reste en mouvement, sauf s'il est soumis à une force extérieure déséquilibrante. Cette loi peut s'appliquer non seulement à la physique, mais aussi à la productivité. Il faut beaucoup plus d'énergie pour se mettre en route que pour rester en route. Ainsi, lorsque vous ne faites rien, il est beaucoup plus facile de continuer à ne rien faire. En revanche, lorsque vous travaillez, il est plus facile de continuer à travailler. C'est ce qu'on appelle l'inertie. Voici 5 conseils pour vaincre l'inertie. 1. Optimisez votre environnement. Facilitez l'exécution de vos tâches en éliminant les obstacles. Par exemple, si vous voulez faire du sport le matin, préparez vos vêtements de sport la veille. Si vous prévoyez d'écrire, rangez votre espace de travail et préparez vos outils. 2. Utilisez la règle des 5 minutes. Engagez-vous à travailler sur une tâche pendant 5 minutes seulement. La plupart du temps, vous aurez envie de continuer une fois que vous aurez commencé. Si ce n'est pas le cas, vous aurez tout de même progressé. 3. Définir l'action suivante. Identifiez la plus petite étape concrète pour commencer. Si vous évitez d'aller courir, il vous suffit de mettre vos chaussures de course. Si vous remettez à plus tard l'envoi de vos courriels, ouvrez simplement votre boîte de réception. 4. Suivez vos progrès. Conservez un journal visuel de vos réalisations pour voir le chemin parcouru. Une liste de contrôle ou un journal sont parfaits pour cela. 5. Soyez bienveillant envers vous-même. Célébrez les petites victoires au lieu de vous concentrer sur ce que vous n'avez pas fait. Par exemple, je n'ai pas fait le ménage, mais j'ai rangé mon bureau. Laissez tomber la culpabilité et concentrez-vous sur les progrès accomplis. Pour récapituler la partie 2, débloquer, vous devez comprendre qu'en tant qu'être humain, nous remettons parfois les choses à plus tard. Il existe 3 obstacles émotionnels qui conduisent à la procrastination. L'incertitude, la peur et l'inertie. L'incertitude survient parce que nous ne savons pas quoi faire et comment commencer. Pour y remédier, posez-vous la question suivante. Que dois-je faire exactement? La peur survient lorsque nous craignons l'échec et le jugement. L'une des stratégies pour la surmonter consiste de se mettre à la place de quelqu'un d'autre et à se demander « Comment Elon Musk s'y prendrait-il pour faire face à cette situation ?» Enfin, l'inertie, il nous faut beaucoup plus d'énergie pour commencer quelque chose que pour le maintenir. L'astuce consiste à s'y préparer à l'avance. Par exemple, si vous voulez faire de l'exercice, préparez vos vêtements de sport la veille. Partie 3. Soutenir.
Le dernier et le plus grand obstacle à la productivité est l'épuisement. Si nous voulons que notre productivité soit durable, nous devons apprendre à éviter l'épuisement professionnel. Il existe 3 types d'épuisement professionnel. 1. L'épuisement professionnel, surmenage. Ce type d'épuisement survient lorsque vous en faites trop pendant trop longtemps sans vous reposer ou récupérer suffisamment. Il est souvent causé par le surmenage ou la négligence des soins de base. Par exemple, imaginons un chef d'entreprise qui travaille dur du lundi au vendredi, mais qui n'arrive pas à tout faire et qui finit par travailler le week-end. Comme il ne s'est pas reposé, il est moins productif pendant la semaine, ce qui l'oblige à travailler le week-end suivant pour rattraper son retard. Il s'agit d'un cercle vicieux qui se répète sans cesse et qui finit par conduire au burn-out. 2. Épuisement interne. Ce phénomène se produit lorsque vos réserves d'énergie sont complètement épuisées, ce qui vous rend incapable d'apprécier ou même d'entreprendre des tâches, même celles que vous aimez habituellement. Cela se produit souvent lorsque vous êtes tellement concentré sur votre travail que vous négligez les choses qui vous aident à vous ressourcer, comme rencontrer des amis, aller vous promener ou vous adonner à vos passe-temps. Au fil du temps, vous vous sentez vide et démotivé. 3. Épuisement dû à un désalignement. L'épuisement professionnel survient lorsque ce que vous faites chaque jour ne correspond pas à ce qui compte vraiment pour vous. Vous pouvez alors vous sentir malheureux et insatisfait. Par exemple, une personne peut avoir un emploi bien rémunéré, mais s'il va à l'encontre de ses valeurs, comme le désir d'être créatif ou d'aider les autres, cela peut mener à l'épuisement professionnel. Maintenant que nous avons abordé les 3 types d'épuisement professionnel, le surmenage, l'épuisement interne et le désalignement, Ali propose 3 stratégies pour les éviter. Ces stratégies sont les suivantes. 1. Conserver. 2. Recharger et s'aligner. Commençons par la première, conserver. Cette stratégie consiste à préserver votre énergie pour les tâches les plus importantes. Voici comment l'appliquer. Fixez des limites. Apprenez à dire non aux engagements et aux réunions qui ne correspondent pas à vos objectifs. Automatisez et déléguer. Sous-traitez ou automatisez les tâches répétitives dans la mesure du possible. Regroupez les tâches. Regroupez les activités similaires afin de réduire l'énergie dépensée à changer de contexte. Définissez vos priorités. Suivez la règle des 80-20. Concentrez-vous sur les 20% de tâches qui produisent 80% des résultats. Deuxième stratégie, se recharger. Se recharger permet non seulement de travailler efficacement, mais aussi de conserver son énergie et son enthousiasme au fil du temps. Voici quelques conseils pour y parvenir. Reposez-vous activement. Au lieu de vous adonner à des activités passives comme regarder la télévision en boucle, choisissez des activités qui stimulent votre esprit ou votre corps de manière positive, comme une marche rapide, du yoga ou l'apprentissage d'une nouvelle technique. Établissez un horaire de sommeil régulier. Créez un temps de recharge non négociable, consacrez du temps chaque jour à des activités qui vous apportent de la joie, à des passe-temps ou à des moments avec vos proches. Pratiquez la gratitude. Réfléchir aux choses dont vous êtes reconnaissant peut vous aider à vous ressourcer sur le plan émotionnel. Prévoyez des pauses. Utilisez des techniques comme la technique Pomodoro pour travailler par intervalles ciblés, par exemple 25 minutes suivies de courtes pauses. Enfin, la troisième stratégie est la suivante, aligner. Cette stratégie consiste à s'assurer que vos actions quotidiennes sont en accord avec vos objectifs à long terme et vos valeurs personnelles. Pour trouver ce qui compte vraiment, Ali recommande une méthode appelée la roue de la vie. Elle vous aide à réfléchir à ce qui vous tient le plus à cœur dans 9 domaines différents de votre vie. Tout d'abord, dessinez un cercle et découpez-le en 9 segments. Sur les bords, inscrivez les principaux domaines de vie. Il y en a 3. 3 pour la santé, le corps, l'esprit et l'âme. 3 pour le travail, mission, argent et croissance. Et 3 pour les relations, famille, amour et amis. Mais vous pouvez créer vos propres catégories si vous le souhaitez. Une fois que vous avez fait le tour de la question, évaluez votre degré d'alignement dans chacun de ces 9 domaines en vous demandant « Dans quelle mesure ai-je l'impression que mes actions actuelles sont en accord avec mes valeurs personnelles ?» Puis, coloriez le segment en conséquence. Ainsi, si vous vous sentez totalement épanoui, coloriez entièrement le segment. En revanche, si vous ne vous sentez pas du tout satisfait, laissez le segment vide. Lorsqu'Ali a fait cet exercice pour la première fois à l'école de médecine, ses domaines les plus pauvres étaient le romantisme, le corps et la mission. Cela l'a incité à sortir avec des amis, à faire de l'exercice et même à filmer sa toute première vidéo sur YouTube, car cela l'a amené à réfléchir plus sérieusement à la création de sa propre entreprise. Pour résumer la troisième partie, il existe 3 types d'épuisement professionnel.
L'épuisement professionnel est le fait de se surmener sans se reposer suffisamment. L'épuisement interne, lorsque votre énergie est épuisée et que vous vous sentez démotivé, même pour les choses que vous aimez habituellement. L'épuisement par désalignement, lorsque ce que vous faites ne correspond pas à vos objectifs personnels et à vos valeurs. Ali présente ensuite 3 stratégies pour surmonter ces épuisements, à savoir la conservation, la recharge et l'alignement. Voilà, nous avons beaucoup appris sur la façon de bien mettre en pratique les principes d'une productivité bienfaisante. Enfin, j'aimerais également remercier Ali et son équipe pour leur coopération dans la création de cette vidéo. Je suis sûre que vous connaissez déjà la chaîne d'Ali et sa série de critiques de livres. Au cas où vous ne l'auriez pas vue, consultez la playlist qui s'affiche sur votre écran. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.